Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle plongée. On s'attaque aujourd'hui à un sujet qui nous concerne tous, coureurs aguerris ou amateurs du dimanche, la fameuse tendinite d'Achille. Ah oui, ça a une vraie plaie. Et on va surtout voir comment le choix de nos chaussures peut jouer un rôle crucial pour la prévenir ou la soulager. Absolument. Figurez-vous qu'on a déniché un article français qui a fait un super boulot en recensant les 10 meilleures chaussures pour éviter ou gérer cette blessure. Ah oui. On va décortiquer tout ça ensemble en passant en revue les technologies phares, les marques qui se démarquent et bien sûr les conseils avisés des experts. Alors moi ce sujet me parle tout particulièrement, j'ai eu une période où chaque foulée était un vrai calvaire à cause de cette satanée tendinite. Aïe 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 aïe. Donc si on peut aider nos auditeurs à éviter ce genre de galère, ce serait une belle victoire. Carrément. Avant de parler chaussures, il faut bien comprendre ce qui se cache derrière cette fameuse tendinite d'Achille. L'article commence justement par rappeler qu'il en existe deux types. L'insertionnelle, qui touche le point d'attache du tendon au talon, et la non-insertionnelle, qui a l'effet avec le milieu du tendon. Et d'après ce que j'ai compris, la cause principale, c'est souvent qu'on en fait trop vite. Augmenter son volume d'entraînement comme un bourrin, c'est le meilleur moyen de se retrouver avec une douleur lancinante au niveau du talon. On est d'accord. Tout à fait. L'article cite même une étude du British Journal of Sports Medicine qui montre qu'un entraînement adapté et des chaussures appropriées sont les deux clés pour éviter ce problème. Bon, eh bien parlons chaussures. Alors tout pour. L'article met l'accent sur le fameux drop, cette différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied. Apparemment, c'est un élément capital. En effet, un drop élevé généralement entre 8 et 12 mm est souvent conseillé pour les tendinites d'Achille. L'idée, c'est que ça réduit la tension sur le tendon. Donc, si je comprends bien, une chaussure avec un gros drop, un peu comme des talons hauts pour simplifier, ça soulagerait mon tendon d'Achille. C'est l'idée générale, oui. Mais attention, ce n'est pas une règle absolue. Il faut aussi tenir compte de votre niveau d'expérience, de la forme de votre pied, de votre foulée. On est tous différents. L'article met aussi en avant certaines technologies qui peuvent jouer un rôle dans la prévention des tendinites. Vous pouvez nous en dire plus, Cos? Bien sûr. On parle notamment de l'amorti des semelles intermédiaires. Vous savez, cette partie de la chaussure qui absorbe les chocs et réduit le stress sur le tendon d'Achille. Oui, on voit souvent des noms barbares pour décrire ces technologies. Exactement. L'article mentionne par exemple le DNA Alf TV2 chez Brooks ou le FF Blast plus ICO chez ASICS. Ce sont des noms un peu techniques, mais ce qui compte, c'est de comprendre que chaque marque développe ses propres systèmes d'amorti pour offrir un maximum de confort et de protection. Et il y a aussi les systèmes de stabilité, si je ne m'abuse, qui aident à contrôler la pronation, c'est-à-dire la façon dont le pied roule vers l'intérieur pendant la course. C'est ça. Tout à fait. Une pronation excessive peut aggraver la tendinite d'Achille, donc une chaussure qui corrige ce mouvement peut être bénéfique. L'article cite d'ailleurs les technologies Guide Race chez Brooks et Elite Truss chez ASICS, qui sont conçues pour offrir un meilleur maintien et une meilleure stabilité. Dites-les, toutes ces recommandations, elles sont basées sur des études scientifiques sérieuses ou c'est juste du marketing car? Bonne question. L'article cite plusieurs études qui confirment l'importance de l'amorti du drop et la stabilité pour prévenir les blessures en course à pied. Ce n'est donc pas que du vent, il y a une vraie base scientifique derrière ces recommandations. Super S. Mais au-delà du choix des chaussures, l'article donne aussi d'autres conseils pour prévenir ou soulager la tendinite non. Absolument. On parle des étirements réguliers du mollet et du tendon d'Achille, ainsi que du renforcement musculaire. Et surtout, on ne le répétera jamais assez tard. Il ne faut pas négliger la progressivité dans l'entraînement. Augmenter trop vite la distance ou l'intensité, c'est la porte ouverte aux blessures. C'est clair. On est souvent tenté d'en faire trop de se comparer aux autres, mais il faut écouter son corps et augmenter la charge d'entraînement de manière graduelle. C'est la clé pour progresser sans se blesser. D'ailleurs, l'article répond à une question que beaucoup de coureurs se posent. Peut-on continuer à courir avec une tendinite d'Achille? La réponse est nuancée. L'article insiste sur l'importance de consulter un professionnel de santé, un médecin du sport ou un kinésithérapeute. Eux seuls pourront évaluer la gravité de la blessure et vous conseiller le meilleur traitement. Et en attendant, on peut faire quoi pour soulager la douleur? L'article rappelle les bonnes vieilles méthodes repos, glace, compression et élévation du pied. C'est un peu le protocole Arras, vous savez. Ça permet de réduire l'inflammation et de favoriser la guérison. Bon, eh bien, on a déjà pas mal d'infos sur la tendinite d'Achille et les éléments à prendre en compte pour choisir ses chaussures. Mais l'article, il propose aussi une sélection de modèles concrets? Non. Oui, il passe en revue 10 modèles de chaussures réputés pour prévenir ou soulager la tendinite d'Achille. On va se concentrer sur quelques-uns d'entre eux pour illustrer les points clés qu'on a abordés. Parfait. On attaque le vif du sujet, alors, Avec plaisir. Prenons l'exemple de la Brooks Ghost 15. L'article la présente comme une chaussure polyvalente idéale pour l'entraînement quotidien.
Et pourquoi est-elle si bien adaptée aux tendinites d'Achille? Elle se distingue par son amorti souple grâce à la technologie Diana All Love TV qu'on a évoquée tout à l'heure et son drop de 12 mm qui, comme on l'a vu, permet de réduire la tension sur le tendon d'Achille. Et pour les coureurs qui ont tendance à surpronation, vous savez, ceux dont le pied roule vers l'intérieur. L'article recommande l'Asics Gel Kayano Transant. C'est une chaussure réputée pour sa stabilité grâce à la technologie Litetrus et son drop de 10 mm. Intéressant. Et si on a les pieds larges, on fait comme... L'article mentionne la Mizuno Wave Rider 27 comme une bonne option pour les pieds larges. Elle offre un bon maintien, une bonne absorption des chocs et un drop de 12 mm. Tiens, en parlant de maintien, l'article souligne aussi l'importance d'un bon maintien du talon. Pourquoi c'est si important? C'est un critère souvent négligé, mais un bon maintien du talon permet d'éviter les frottements et l'irritation du tendon d'Achille. C'est donc un élément à prendre en compte pour le confort et la prévention des blessures. Et pour les coureurs qui veulent un maximum de confort, un peu comme marcher sur un nuage. L'article met en avant la Hoka One One Bondi 8, qui est une référence en matière d'amorti maximal. Avec son drop de 4 mm et sa semelle épaisse, elle offre un confort exceptionnel pour les longues distances. Mais du coup, avec un drop aussi faible, est-ce qu'elle est vraiment adaptée aux tendinites d'Achille? C'est une bonne remarque. Il faut bien comprendre que le drop n'est pas le seul facteur à prendre en compte. La géométrie de la chaussure, la technologie de la semelle intermédiaire, la souplesse, tout ça joue un rôle. C'est pour ça qu'il est important de se renseigner, de lire des tests et d'essayer plusieurs modèles avant de choisir la chaussure qui nous convient le mieux. C'est vrai que chaque coureur est différent, chaque pied est unique. Exactement. L'article met d'ailleurs en garde contre les chaussures trop rigides qui peuvent augmenter la tension sur le tendon d'Achille. Il faut privilégier une certaine flexibilité pour permettre aux pieds de bouger naturellement pendant la course. Et si on a déjà une tendinite d'Achille, on évite les chaussures minimalistes, j'imagine. Oh. Tout à fait. Ces chaussures qui offrent peu d'amorti et de soutien sont plutôt destinées aux coureurs expérimentés qui ont une foulée naturelle et efficace. Bon, eh bien, on a déjà passé en revue pas mal de modèles. On en parlera plus en détail dans la suite de cette plongée. Mais pour l'instant, on retient que le choix des chaussures est un élément clé pour prévenir et gérer la tendinite d'Achille. Absolument. Mais ce n'est pas le seul facteur. Il faut aussi adopter une bonne hygiène de vie, s'échauffer correctement, s'étirer régulièrement et renforcer ses muscles. Et surtout, on n'hésite pas à consulter un professionnel de santé si la douleur persiste. C'est le meilleur moyen d'avoir un diagnostic précis et des conseils personnalisés. On a déjà appris beaucoup de choses sur la tendinite d'Achille et les chaussures qui peuvent aider à la prévenir ou à la soulager. J'espère que nos auditeurs aussi. Moi, en tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus sur les autres modèles de chaussures qu'on va décortiquer dans la suite de cette plongée. Moi aussi. On va voir ce que les marques ont dans le ventre en termes d'innovation et de confort. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette exploration. Avec plaisir. Tcheile Amel. D'ici là, bonne course à tous. On a vu que l'amorti et le drop étaient des éléments importants, mais l'article insiste aussi sur la souplesse de la chaussure. On en a parlé rapidement, mais j'aimerais qu'on creuse un peu plus cet aspect. Ah oui, c'est vrai, une chaussure trop rigide, ça peut mettre beaucoup de stress sur le tendon des filles. Exactement. Imaginez votre pied comme un ressort, il a besoin de se déployer et de se replier naturellement pendant la course. Ouais. Une chaussure trop rigide va gêner ce mouvement et créer des tensions supplémentaires sur le tendon. Donc il faut trouver un juste milieu entre maintien et flexibilité. C'est ça. Tout à fait. Il faut une chaussure qui soutienne le pied sans l'emprisonner, qui lui permette de se dérouler de manière fluide et harmonieuse. Et l'article donne quelques exemples de modèles qui arrivent à concilier ces deux aspects. Ah oui, on peut en parler. J'avoue que je suis curieux de voir ce qu'il propose. Avec plaisir. Prenons l'exemple de la Brooks Adrenaline GTS 23. L'article la classe dans la catégorie des chaussures de stabilité, ce qui veut dire qu'elle est conçue pour les coureurs qui ont tendance à surpronation. Et en quoi cette chaussure se distingue-t-elle des autres jets? Elle intègre la technologie Guide Raise, dont on a parlé tout à l'heure, si vous vous souvenez bien. Oui. C'est un système qui agit comme un garde-fou pour éviter que le pied ne roule trop vers l'intérieur. Ah, et c'est vrai, j'allais visualiser ça comme une sorte de rail qui guide le mouvement du pied. C'est une bonne image. L'idée, c'est de contrôler la pronation, sans pour autant bloquer le mouvement naturel du pied. Et en plus, la Brooks Adrenaline GTS 23 a un drop de 12 mm, ce qui est parfait pour soulager le tendon d'Achille. Donc c'est une chaussure qui coche pas mal de cases pour les coureurs sujets aux tendinites. Exactement. Elle offre un bon compromis entre stabilité amortie et flexibilité. L'article recommande d'ailleurs aux coureurs qui recherchent une chaussure polyvalente pour leurs entraînements réguliers. Et si on est plutôt du genre à enchaîner les kilomètres à préparer un marathon, par exemple, l'article propose des modèles adaptés. Bien sûr. Il mentionne la Saucony Triumph 21, une chaussure conçue pour les longues distances.
Elle est réputée pour son amorti moelleux grâce à la technologie P2R Orlin+, qui, d'après l'article, procure un excellent confort kilomètre après kilomètre. C'est important quand on passe des heures sur la route. Et niveau drop, elle est comment? Elle a un drop de 10 mm, ce qui est un bon compromis entre amorti et dynamisme. Elle n'est ni trop haute ni trop basse, ce qui permet d'avoir une foulée assez naturelle tout en bénéficiant d'un bon amorti. Et si on a vraiment besoin d'un max d'amorti, qu'on a les articulations fragiles, par exemple, vous auriez une recommandation, Léon? L'article met en avant la Uncloud Stratus 3, une chaussure un peu particulière avec sa double couche, CloudTech, qui promet une absorption des chocs exceptionnelle. CloudTech, c'est quoi exactement là? Imaginez des petits coussins d'air sous le pied, ils s'adaptent à chaque impact et absorbent les chocs de manière optimale. C'est un peu le principe de la technologie CloudTech. Ah oui, je vois l'idée. Ça doit être super confortable. Apparemment oui. L'article souligne que la Uncloud Stratus 3 est très stable et qu'elle convient bien aux coureurs lourds ou à ceux qui ont besoin d'un maximum de protection. Elle a un drop de 8 mm, ce qui est encore une fois dans la fourchette recommandée pour les tendinites d'Achille. Donc c'est une option envisagée si on recherche vraiment le confort avant tout. Mais est-ce qu'il faut forcément dépenser une fortune pour avoir une bonne paire de chaussures? Pas nécessairement, l'article propose aussi des modèles plus abordables comme l'ASICS GT 2011. Ah oui, les ASICS, c'est une marque connue et réputée. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette GT 2011? C'est une chaussure de stabilité, donc elle est conçue pour les coureurs qui surprennent. Elle intègre la technologie Dynamic Duomex pour contrôler la pronation et l'amorti Flight Foam pour un bon confort. Et niveau prix, elle est comment? L'article la classe dans la catégorie des chaussures, offrant un bon rapport qualité-prix. Elle est moins chère que certains modèles haut de gamme, mais elle offre quand même de bonnes performances et un bon niveau de confort. C'est intéressant, ça permet de s'équiper sans se ruiner. Et pour finir, est-ce qu'on peut parler d'un modèle un peu différent, un peu moins technique? Bien sûr, l'article mentionne la New Balance Fuel Cell 9STO V6, un modèle qui a un look plus classique, moins running, si on peut dire. Ah oui, j'avais repéré cette chaussure, elle a un style un peu rétro, un peu dad shoes. Exactement. On la compare souvent à une chaussure de marche, mais elle peut tout à fait convenir à la course à pied, surtout pour les sorties tranquilles. Elle a un drop de 8 mm et une semelle intermédiaire Hornsey Cap qui assure un bon confort et une bonne durabilité. Et l'article la recommande à quel type de coureur? Aux coureurs qui recherchent une chaussure polyvalente et confortable pour un usage quotidien. On peut la porter pour courir, marcher, faire ses courses, aller au travail, c'est un peu la chaussure à tout faire. Donc, on a vu qu'il existe une grande variété de chaussures pour prévenir ou soulager la tendinite d'Achille des modèles techniques et performants aux modèles plus classiques et polyvalents. L'important, c'est de bien identifier ses besoins en termes d'amorti, de drop de stabilité, de maintien et de souplesse. On l'a vu, il y a des chaussures pour tous les profils et tous les budgets. Et on n'hésite pas à se faire conseiller, à lire des tests et à essayer plusieurs modèles pour trouver la chaussure qui nous convient le mieux. C'est comme pour les vêtements, ce qui va à l'un ne va pas forcément à l'autre. Il faut trouver la chaussure qui épouse parfaitement notre pied et qui nous permet de courir avec plaisir et sans douleur. Et n'oublions pas que les chaussures ne font pas tout ça. Bien sûr, on a parlé des étirements, du renforcement musculaire, de la progressivité dans l'entraînement. Il y a tout un tas de choses à mettre en place pour prendre soin de ces tendons d'Achille. Et si on ressent une douleur persistante, on n'hésite pas à consulter un professionnel de santé. C'est le meilleur moyen d'avoir un diagnostic précis et d'éviter que la blessure ne s'aggrave. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour des modèles de chaussures recommandés par l'article, mais il me semble qu'il y a encore un point important qu'on n'a pas abordé, la fameuse semelle à bascule dont j'ai entendu parler à plusieurs reprises. Ah oui, c'est vrai, l'article en parle en fin de parcours. C'est une technologie qui gagne en popularité ces dernières années et qui pourrait être intéressante pour les coureurs sujets aux tendinites d'Achille. Et vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? J'avoue que je ne suis pas très familier avec ce concept. Avec plaisir. Une semelle à bascule, c'est une semelle qui a une forme incurvée, un peu comme une banane si vous voulez. Cette forme particulière facilite le déroulé du pied de l'impact du talon jusqu'à la propulsion par les orteils. C'est un peu comme si on avait des roues sous les chaussures, non? Oui, c'est une image qui aide à comprendre le principe. En fait, la semelle à bascule réduit l'effort nécessaire pour propulser le corps vers l'avant et elle diminue aussi le stress sur le tendon d'Achille. Ah oui, je vois. Ah. Ça a l'air plutôt prometteur comme technologie. L'article mentionne que certaines études ont montré l'efficacité des semelles à bascule pour soulager la douleur liée aux tendinites d'Achille. Mais il faut bien se renseigner avant de se lancer, car toutes les chaussures à semelle à bascule ne se valent pas. C'est vrai, il y a sûrement des modèles plus performants que d'autres. Exactement. Il faut vérifier la qualité de la conception, la géométrie de la chaussure, les matériaux utilisés. L'article ne cite pas de modèle précis,
mais il recommande de se renseigner auprès de professionnels ou de lire des tests de chaussures avant de faire son choix. C'est noté. Je vais me renseigner sur cette technologie, ça pourrait être une solution pour moi. Moi aussi, je suis curieuse de tester des chaussures à semelle à bascule pour voir si ça améliore mon confort et ma performance. On a parlé de semelle à bascule, de drop d'amorti. J'ai l'impression qu'on a vraiment décortiqué tous les aspects importants du choix de chaussures pour la tendinite d'Achille. Oui, on a fait le tour des critères techniques. Mais avant de te conclure, est-ce qu'il y aurait d'autres éléments à prendre en compte, des petites astuces que l'article aurait pu oublier? L'article mettait surtout l'accent sur les caractéristiques techniques, mais il ne faut pas oublier que le confort est primordial. Une chaussure peut avoir toutes les qualités du monde sur le papier, si elle n'est pas agréable à porter, on ne la mettra jamais. Ah, ça c'est... Il faut prendre le temps d'essayer les chaussures de marcher avec de courir avec tes. Il faut que le pied se sente bien, qu'il ait de la place pour respirer, que la chaussure ne frotte pas, ne serre pas, ne comprime pas. Et comment on sait qu'on a trouvé la bonne chaussure, celle qui nous convient vraiment? C'est une question de feeling. On doit se sentir à l'aise, en confiance, prêt à avaler les kilomètres. On ne doit pas avoir l'impression de porter des chaussures, mais plutôt des extensions naturelles de nos pieds. J'aime bien cette image. Oui, Et au-delà du confort, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter, des choses qu'on ne devrait jamais faire avec des chaussures de running? par exemple, il ne faut jamais choisir une pointure trop petite. On pense souvent qu'une chaussure de running doit être bien ajustée, mais c'est une erreur. Le pied gonfle pendant l'effort, donc il a besoin d'espace. Ah oui, c'est vrai, j'avais entendu parler de ça. Exactement, il faut pouvoir bouger les orteils librement dans la chaussure. Et puis, il ne faut pas hésiter à changer de chaussure régulièrement. Ah bon, pourquoi? Parce que l'amorti s'use avec le temps, la semelle se tasse, le maintien se dégrade. Au bout d'un certain nombre de kilomètres, la chaussure ne remplit plus son rôle de protection et de soutien. D'accord, mais combien de kilomètres on peut faire avec une paire de chaussures? Ça dépend de beaucoup de facteurs, le poids du coureur, le type de terrain, la fréquence d'utilisation, mais en général, on recommande de changer de chaussure tous les 800 à 1000 km. 800 à 1000 kilomètres. Ok. D'accord. Et pour bien entretenir ces chaussures, vous auriez des conseils? Oui, quelques petits gestes simples peuvent prolonger leur durée de vie. Il faut les faire sécher à l'air libre. Après chaque sortie, éviter de les laisser en plein soleil ou près d'une source de chaleur et les nettoyer régulièrement avec un chiffon humide. Super, merci pour ces conseils. On a vraiment fait le tour de la question maintenant. Oui, je pense qu'on a abordé tous les aspects importants du choix de chaussures pour la tendinite d'Achille. On a parlé des caractéristiques techniques, des modèles recommandés, du confort de l'entretien. On n'oublie pas les bonnes pratiques pour prévenir les blessures, les étirements, le renforcement musculaire, les progressivités dans l'entraînement. Et surtout, on écoute son corps. Si on ressent une douleur, on ne force pas, on consulte un professionnel de santé. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. J'espère que cette plongée aura été utile à nos auditeurs. Moi aussi. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos questions, de vos expériences. On est toujours ravis d'échanger avec vous. Et sur cette note positive, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, bonne course à tous et prenez soin de vos pieds.